Bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin en Bretagne. Nous sommes ravis de passer cette petite heure en direct avec vous pour le dernier jour de la semaine. Alors notre invité fil rouge ce matin, c'est Caril Ferré, infatigable bourlingueur. Il est aujourd'hui le maître incontesté du thriller des grands espaces, l'un des grands auteurs contemporains de polar et de romans noirs. Il sera en dédicace ce soir à 18h à l'espace Ouest France de Rennes en partenariat avec la librairie Le Fayère. Et c'est son histoire, un véritable film qu'il nous racontera dans quelques instants. Nous prendrons l'air également en compagnie de Sylvie Denis. Bonjour Sylvie, où êtes-vous ce matin? Bonjour Laurence, aujourd'hui je vous emmène au château, nous sommes à la Bourbancée, un château construit en 1583 à Pleugneuk, on est en Ille-et-Vilaine, à mi-chemin entre Rennes et Saint-Malo et nous allons découvrir ce magnifique domaine qui au fil des ans est devenu aussi un très beau parc animalier. Là ce qu'on entend c'est la meute, mais par là-bas c'est la savane. À tout à l'heure. Voilà, faites attention à vous parce que les animaux de la savane ne sont pas toujours commodes. À tout à l'heure. Allez, comme chaque vendredi, nous apprendrons également quelques mots de breton bien sentis, comme toujours avec l'ami Maël Le Guenec. Et puis nous poursuivrons le voyage avec TOS, traduisez Traveller on Stage. Je vous laisserai découvrir ce que c'est tout à l'heure avec Céline Brûlé, organisatrice de Traveller on Stage à Rennes. Enfin, dans notre ticket culturel du jour, nous irons dans un autre château, un petit Versailles, niché dans la vallée de la Vilaine, entre Bourg-des-Comtes et Pléchâtel. Ce château du Bochet, monument du XVIIe siècle, a repris la vie grâce à trois artistes lyriques de grand talent. Pierrick Bachelin nous contera sa passion pour la pierre et la musique et nous réserve même une surprise, la visite d'une diva née dans ce château tout à l'heure sur notre plateau. Je ne vous en dis pas plus. Sans oublier en toute fin d'émission le débriefing de la comédienne Catherine Bossard qui, vous le savez, comme chaque jour, ne manque pas d'humour. Voilà pour le menu de cette matinée. Je vous propose tout de suite qu'on parte en voyage du côté d'un château et c'est en compagnie de Sylvie Denis. Bonjour Sylvie. Enfilez votre robe de marquise, Laurence. Aujourd'hui, on remonte le temps et on repart en 1583. C'est la date à laquelle le château de la Bourbancée a été construit. Et on va avoir la chance d'en visiter quelques pièces avec Xavier Coadic. Bonjour. Est-ce que là, on est vraiment dans le château tel qu'il était au XVIe. Oui, en effet, nous sommes dans le vestibule du château. C'est l'entrée principale du château depuis 1583. Cette petite porte par laquelle oui, c'est ce qu'on appelle une entrée monumentale. Voyez-vous, l'entrée monumentale, c'est pas forcément une grande entrée, c'est l'entrée d'un monument. Et chose amusante, c'est la seule entrée du château. D'accord. Donc tous ceux et celles qui sont passés par ce château depuis le XVIe ont emprunté cette petite porte. Voilà, exactement, pour monter aux étages. Et depuis le XVIIIe siècle, avant, les salons de réception étaient au premier étage, mais au XVIIIe siècle, on a aménagé tout le rez-de-chaussée en pièces de réception, et c'est ce que vous allez voir aujourd'hui. Très bien. Celle-ci est la pièce que l'on peut nommer comme la pièce d'entrée. Vous l'avez appelée vestibule, c'était son terme? Ce qui n'empêche pas qu'il y ait des décors dans cette pièce, et on y voit deux sortes de décors, des très belles tapisseries d'Aubusson de la fin du XVIIe siècle, représentant les antiques, les scènes de l'Antiquité. Vous avez aussi des boiseries qui ont été réalisées par des compagnons menuisiers qui sont restés ici entre 1745 et 1760. Et un des compagnons a réalisé un chef-d'œuvre qui se trouve juste à côté, qu'on appelle le Petit Salon Bleu. Et c'est un salon de style rocaille. On est vraiment dans un château, c'est-à-dire qu'on est à mi-chemin entre Rennes et Saint-Malo, mais ce n'est pas une malouinière. Nous ne sommes pas dans ce qu'on appelle le Clos-Poulet. Le Clos-Poulet, c'était la paroisse de Saint-Malo où il y avait des malouinières qui étaient des villas, en fait, des grandes maisons. Ici, c'est vraiment une demeure, un château, avec un manoir au départ qui sera agrandi au XVIIe et XVIIIe siècle pour former ce très bel ensemble de château de la Bourbancée. Bon, alors je fais ma curieuse et puis je vais voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe dans la pièce d'à côté. Là, je rentre dans quoi alors? Là, nous sommes dans le Petit Salon Bleu, avec les boiseries réalisées en 1750. Toujours ces boiseries en fait, sauf qu'elles sont différentes. Elles ont l'air plus travaillées en fait. Ces boiseries sont plus travaillées. Ce sont des boiseries dans le style rocaille. Alors le style rocaille, c'est né à Versailles. À la fin du règne de Louis XIV, la fin de règne à Versailles est plutôt triste. Alors on va égayer un peu le décor intérieur du château. Et par opposition au style baroque, antique et monumental, on va créer un style simple, léger, naturel. Et c'est pour ça qu'il y a des petites fleurs, des coquilles Saint-Jacques. Je trouvais ça simple, léger et naturel. Oui, tout à fait, simple, léger, naturel. Alors, ce qui est amusant, c'est que ça va donner plus tard le rococo. C'est les Allemands et les Russes qui vont reprendre ce style et qui vont en faire le style rococo. Mais là, pour l'instant, nous sommes dans un style très simple, adapté avec une couleur tendre. Les couleurs tendres, ce sont les pastels de l'époque. Et là, nous avons ici ce qu'on appelle le bleu Trianon, une couleur qui est très à la mode à l'époque du roi Louis XV à Versailles. Alors, il y a l'apparition à cette époque de ces Saint-Jacques qu'on va voir beaucoup ensuite dans le La coquille Saint-Jacques, ça arrive à la Renaissance, c'est le symbole même de la symétrie.
Et là, vous voyez que la coquille Saint-Jacques, elle devient un petit peu folle. Elle est plus symétrique. Ouais. Hein, donc voilà, c'est un peu on se lâche un petit peu. Ça va donner chimérique après. Donc c'est vraiment un style intéressant en évolution. Ce qui est vraiment frappant ici, dans ce que j'ai pu voir, c'est cette impression que finalement les comtes, voilà, tous les notables de l'époque pourraient arriver. Oui, oui, Le temps est suspendu. Le temps est suspendu, voilà, c'est un château qui a toujours été habité, le mobilier d'époque, etc. Ouais. Mais il y a encore des gens qui vivent ici, ils habitent dans les étages. C'est le propriétaire du château, qui est le comte de l'Orgerie, la 19e génération depuis 1583. Un de ses ancêtres a été très célèbre, a été ministre de l'Agriculture en 1842. Mais c'est un château qui vit. D'ailleurs, si vous regardez dans la cour du château, vous verrez des jouets. Voilà, les jouets, parce que ce sont les enfants, la 20e génération, qui jouent dans la cour du château. Ben oui, il y a de la vie. C'est la vie aussi de tous les jours dans un château. Alors, dans ce salon, on l'appelait, vous m'avez dit, le salon d'apparat. On y faisait quoi alors? On apparaissait? Exactement. Le salon d'apparat, on fait ce qu'on veut déjà dedans. Ouais. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de mobilier. Le mobilier sera apporté en fonction de ce que vous voulez y faire. Si moi je veux manger, par exemple, faut que j'aille où? Ça sera très simple. On va mettre la table, on dressera la table, d'où les expressions utilisées. Et ça jusqu'au 19e siècle. Et à partir du 19e siècle, on va créer une pièce qui va ne servir qu'à manger. C'est le 19e siècle qui crée des fonctions. Et c'est par pièces. là-bas? Et c'est par ici. Alors, on y va. Venez, on va manger. On repasse à travers le vestibule. Toutes les pièces étaient en enfilade comme ça. Hein. De façon classique. Ouais. Magnifique, extraordinaire salon avec encore une fois ces boiseries, mais là qui sont en bois. Voilà. Il n'y a plus de couleur. Hein. Alors, ces boiseries sont très simples. Nous sommes passés d'un salon d'apparat à un salon d'usage. Et la salle à manger, qui est un concept anglais qui se généralise au 19e siècle, c'est une pièce où on va venir 3 fois par jour. Donc, si vous mettez des feuilles d'or et des peintures, ça va s'abîmer très vite. Donc, vaut mieux un décor simple qui ne s'abîme pas qu'un décor d'apparat qui s'abîme. Et c'est pour ça que les salles à manger tranchent par un décor sobre de lambris décapés, ce qui est très joli. Ouais, enfin, Xavier, sobre, ça c'est tout sauf sobre, c'est magnifique. Outre hein. les sièges en cuir de Cordoue venant de Vaux-le-Vicomte, vous avez un très beau luxe en cristal de Baccarat, qui date de 1850, qui pèse le petit poids de 450 kg, qui nécessite 12 heures de nettoyage chaque fois qu'il fait nettoyer. Et pour la petite anecdote, jusqu'à l'électrification du château, il y avait un métier un peu particulier pour un domestique, le métier de changeur de bougies. Ouais. Voilà, il y a un monsieur qui passait sa journée dans les lustres à changer les bougies quand elles étaient usées. Il fallait les changer, son salaire, et il pouvait garder le petit morceau de bougie qui restait. Et voilà, tout simplement, rikiki, c'est ce qu'on appelle l'épargne. Il mettait ces petits morceaux de bougie dans un coffre tout le long de l'année. Et une fois par an, il sortait les petits morceaux de bougie, il les vendait au poids. C'était le domestique le mieux payé du château. C'est une charge enrichissante qu'on donnait à quelqu'un qu'on voulait remercier, qu'on voulait récompenser. Et toujours ces tentures avec là une scène animalière qui nous rappelle que la Bourbancée c'est un château, mais c'est aussi un très beau zoo, un parc animalier où je vais aller faire un petit tour d'ailleurs pour cette prochaine séquence. Voilà, vous pouvez changer votre robe de bal et mettre des bottes. On va aller faire un tour dehors, Laurence. Merci Sylvie, pas de souci pour les bottes. Alors moi, j'en connais un qui a enfilé ses bottes de 7 lieues pour nous rejoindre sur ce plateau ce matin. C'est Caril Ferré. Bonjour Caril, merci d'avoir accepté notre invitation. On vous attendait de pied ferme. Alors vous avez passé une bonne partie de votre enfance et de votre adolescence à Montfort-sur-Meux, près de Rennes. Donc vous êtes un breton de cœur. Et aujourd'hui, on peut dire que vous êtes un des grands auteurs contemporains de polars, de romans noirs, de thrillers, des grands espaces, comme on dit. On avait envie d'en savoir un peu plus sur vous et on va revenir un petit peu aux origines. Allez, je vous propose de tirer un premier petit papier et puis on va en savoir un peu plus. Vous êtes un voyageur aussi. Comment ? Les rêves et la vie. Qu'est-ce que ça vous évoque, les rêves et la vie ? Les rêves et la vie, ça, mon arrière-grand-mère, en fait, qui était institutrice, donc qui est très très vieux. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui étaient institutrices à l'époque. Et elle me lisait quand j'étais petit, pendant des années, ce livre de classe, en fait, c'était Les rêves et la vie. Il y avait des textes de Kessel, de Jules Renard, des choses comme ça. Et ça m'a donné vraiment le goût de la lecture et surtout des histoires, de raconter des histoires. Enfin, au début, c'est ma grand-mère, mon arrière-grand-mère qui me les racontait. Et après, je me les racontais tout seul dans mon petit coin. Oui, parce que la littérature jeunesse, finalement, ça n'existait pas tellement. Enfin, en tout cas, c'était moins développé, peut-être. Donc là, c'était... Ouais, non, on lisait à l'époque, on lisait des textes... Des textes d'adultes. Ouais, d'adultes, de tout le monde, qui étaient un peu axés Jack London, un peu aventure quand même, quoi. Mais pas déjà. Il y avait l'appel du loup, déjà. Déjà. Allez, un deuxième petit papier, et puis on va en savoir un peu plus sur la suite. Les cahiers Clairefontaine. Ça évoque quoi, ça, les cahiers Clairefontaine ? Comme je m'ennuyais beaucoup à l'école, en fait, j'écrivais sur des gros cahiers Clairefontaine de 220 pages. J'écrivais des histoires pour mes copains, avec mes copains de classe qui faisaient partie de ma bande, en fait, qu'on était des héros post-apocalyptiques. Ah ouais, ouais, entre Mad Max et Le Seigneur des Anneaux, donc c'était un peu tout et n'importe quoi, mais c'était assez drôle. Et en fait, c'était mes premiers lecteurs, c'était mes
Mes copains, j'ai Vos écrit comme copains. ça 4000 pages pendant toute ma scolarité. Donc j'ai quand même beaucoup plus écrit qu'étudié. Et vous avez écrit 4000 pages, c'est ça 4000 sur pages, cahier cette histoire Kerfontaine. sur des cahiers, ouais. C'est incroyable quand même. Ouais. Bon, déjà le goût de l'écriture. Oui. On va poursuivre avec vous. Hein. Vous avez eu un déclic avec un livre, peut-être assez jeune, à 20 ans. C'est la lecture de Philippe Dian, Oui. avec Bleu comme l'enfer. Pourquoi ce style vous a tellement Et impressionné, parce que tellement fin marqué 80, c'était un style hyper moderne. Vraiment, Jean, il avait une écriture très moderne qui ressemblait un peu à celle des Américains et pas très à celle des Français, et encore moins à celle de l'école. Parce que Flaubert et Balzac, moi je pensais qu'écrivain, il fallait être vieux ou mort, en fait, hein, pour être écrivain. Comme Quoi. ça, ouais. Donc pas du tout, moi j'étais un peu punk rock et tout, donc pas trop le style Balzac. On va dire. Oui, c'est vrai que oui. Et Dian était une révélation parce que je dis mais il y a le droit d'écrire comme ça. Et quand j'ai lu Dian, après ça a été radical, je dis écoute, tu vas devenir écrivain puisque lui il écrit comme ça. Donc tu as un terrain en fait fertile. Alors vous, le voyage s'est imposé finalement assez vite, comme un passage obligé, peut-être nécessaire justement pour l'écriture. Ouais, c'était un peu les rêves et la vie, hein, c'est un peu ensemble. En fait, j'ai un super copain de la bande qui est parti, qui a tout laissé tomber à l'époque. Il s'est dit bon, je vais faire le tour du monde. Et j'ai une famille qui habite en Nouvelle-Zélande, un gars de Guichin. Donc on n'était que des gars de la campagne en fait, quoi. Et il m'a dit écoute, rejoins-moi si tu veux en Nouvelle-Zélande. Moi, il fallait que je passe mes 3 jours, donc l'armée à l'époque, en fait, quoi. Donc je me suis fait exempter heureusement à Rennes. Et je rejoins Nouvelle-Zélande et ça a été vraiment le coup de foudre. Le coup de foudre. Alors de là, on a découlé 2 très très beaux livres, Aka et Hutu, indissociables. Mais en fait, vous les avez écrits avec presque 10 ans d'écart. C'est ça qui est étonnant. Vous n'avez pas pu écrire là-bas, sur place, en fait. Non, généralement, j'écris pas sur place. Hein. Sur place, je rencontre les gens et je voyage. Quoi. Parce qu'écrire, c'est 7-8 heures par jour. Donc si j'écris, je vois rien, en fait. Quoi. Et Aka, ça a pris... déjà, l'écriture de Aka a pris 3 ou 4 ans. Celle de Hutu aussi, 3 ou 4 ans. Et entre les deux, j'ai écrit un autre livre aussi qui était un peu raté, donc je ne vais pas en parler. Mais il s'est passé pas mal de choses dans ces années-là, parce qu'il y a eu l'arrivée d'Internet, qui a un peu bouleversé pas mal de choses, en fait. Et en retournant en Nouvelle-Zélande plusieurs fois, entre Aka et Hutu, il y avait quand même beaucoup de choses qui avaient complètement changé. Et j'ai notamment découvert la culture maori sur place. Alors là, une rencontre incroyable qui bouleverse votre vie. Leur façon de voir, leur façon de. En fait, les d'être. Maoris, souvent, dans le premier voyage, à l'époque de Haka, j'étais avec mon pote, on n'était que en boîte de nuit. Et les Maoris, c'était que des portiers de nuit, hein, en fait. Hein. On n'avait pas un contact, c'était pas un contact très littéraire, on va dire, quoi. Et après, j'étais invité par les Maoris dans leur lieu, en fait, hein, où il y a les écoles, ils apprennent la langue, etc. Quoi. Et là, ils m'ont invité pour un wero, en fait, c'est une sorte d'invitation codifiée par les Maoris pour un Haka, sous la lune. Grand souvenir. Ouais, grand souvenir, parce que quand tu vois 40 Maoris qui arrivent vers toi en faisant des grimaces pas possibles, c'est assez effrayant, quoi. Et puis après, ils explosent de rire en disant « Ah, ça, c'était un bon haka, quoi ». Et là, je dis « Ah, le petit Français, moi, j'étais le... » Un peu impressionné. Impressionné, mais Forcément. aussi, j'étais leur invité, donc ils se sont comportés de manière super. Et là, j'ai découvert une culture qui n'était pas que martiale, mais qui était vraiment profonde. Alors, vous ne vous arrêtez pas en si bon chemin, bien entendu. Vous continuez les voyages, et cette fois-ci, l'Afrique du Sud, à la suite d'Aka et Hutu. Là, c'est Zoulou que vous écrivez, un roman très fort. Vous vouliez raconter quoi dans Zoulou ? L'Afrique du Sud. Enfin, Mandela, le personnage de Mandela, c'est quand même quelqu'un qui est extraordinaire. Enfin, pour moi, c'est le grand héros du XXe siècle. Et il a écrit une autobiographie qui s'appelle Long Way to Freedom, un long chemin vers la liberté, qui est le summum de l'intelligence, quoi. Vraiment, quoi. De l'humour, de l'intelligence, l'humilité. Et pour rendre hommage à Mandela, l'idée, c'était de raconter un peu toute l'histoire de l'Afrique du Sud, en étant aujourd'hui dans la région de Cape Town, parce que j'avais un ami, Frédéric Couder, qui est écrivain aussi, qui habitait là-bas, qui était allé avec sa famille pour voir Mandela, enfin les années Mandela en Afrique du Sud. Et la région de Cape Town, c'est à la fois le paradis et l'enfer sur Terre, quoi. Côte à côte, sublime, et à côté, tu as les townships où les gens se tuent et crèvent de faim. Donc moi, je suis allé un peu à droite à gauche, et il y avait matière pour faire un polar extraordinaire. Ça vous connaît, les polars extraordinaires. Alors, ce qui est fou, c'est que ce roman a été adapté au cinéma. C'était volontaire, enfin, dans l'écriture. Est-ce que déjà vous aviez imaginé, vous, que ça puisse être adapté au cinéma Zoulou ? Non, pas du tout. Hein. Quand on écrit, déjà, on essaie d'écrire un livre qui tient la route, ce qui est déjà pas évident. Parce que souvent, on a une image dans la tête, on se dit, si on réussit à transcrire l'image qu'on a dans la tête sur papier, déjà, on a fait le job. Après, que d'autres personnes s'approprient cette histoire pour en faire un film, c'est vraiment du bonus, quoi.
Mais l'écriture quand même de mes livres, elle est comme assez cinématographique. Donc je ne suis pas tellement surpris non plus que ça plaise aux cinéastes, puisque le découpage est déjà fait, il y a un rythme qui est assez cinématographique. Bon, alors on va justement se rappeler de tout ça. On va regarder une petite bande-annonce de Zulu, film sorti au cinéma en 2013. L'État nous avait donné carte blanche. Nous étions environ 200 scientifiques et notre mission était de mettre au point une bombe ethnique, une molécule capable de décimer la population noire. Combien de noirs il a tué? On a été trop gentil avec ces fils de pute, non? Mais qu'est-ce que tu aurais préféré? Des représailles? Pas des représailles. La justice. Ces gosses qui disparaissent du côté de Kaelitsa. Le rapport médical indique qu'on a relevé des traces d'éphédrine et d'ammoniac dans le sang de la victime. On cherche un type, un dénommé Stan. Trafic de stupéfiants, cambriolage avec violence. On doit lui parler. Vas-y, occupe-toi de lui. Bouge pas! On est des policiers. Vous avez été associé à l'écriture du scénario de ce film? Au départ, j'avais écrit pour la première version, mais c'était avec un autre cinéaste. C'était assez compliqué, en fait. Au final, non. Mais avec Jérôme Salle, le réalisateur, on est devenus vraiment très proches et ils m'ont invité sur le tournage, puis à Cannes pour la clôture du festival. Donc en fait, je l'ai aidé pour le repérage, donc on est devenus très complices. Et c'est assez rare d'ailleurs que le milieu du cinéma accueille les auteurs. Hein. Généralement, on prend ton bouquin, on te file un chèque, puis on dit casse-toi, quoi. Et là, pas du tout. Là, ils m'ont invité sur le tournage, puis à Cannes, et j'ai même monté les marches avec Orlando et Forrest. Ouais, c'était trop bien, quoi. Et tout le monde disait, mais qu'est-ce qu'il fout là? C'est qui, lui? En fait, ah non, c'est juste l'écrivain. Ah bon. C'est juste l'écrivain. C'est juste l'écrivain. Ouais. Mais non, mais c'était magique. C'était magique. Est-ce que vous êtes sensible à la langue des pays que vous visitez aussi, autant qu'aux gens? Finalement, parce que... Ben oui, c'est pour ça que j'ai envoyé la bande-annonce qui est en français et ça fait un peu mal aux oreilles, quoi. Forest Whitaker, il a travaillé l'accent zoulou pendant des semaines et des semaines pour avoir cet accent zoulou. Orlando Bloom, il a l'accent afrikaner pour avoir l'accent afrikaner, même si eux, ils sont anglais. Et ça se sent dans le film. Et dans le film, dans Zoulou, il y a toutes les langues. Et là, en français, il y a du français, quoi. Et mal doublé un peu avec les genoux, quoi. Enfin, avec les genoux. Ouais, c'est pas super, quoi. Donc, évidemment, la langue, c'est pareil qu'en Argentine, quoi. Quand j'étais en Argentine, le porteño, l'espagnol argentin, il est complètement différent des autres. Et ça nous remplit aussi, quoi. On l'évoquera tout à l'heure, hein, ce voyage en Argentine, justement. Vous restez avec nous, Caril Ferry, puisqu'on parle de langue. On va justement parler d'une langue magnifique également, la langue bretonne. Et c'est notre expert Maël Le Guenec qui nous rejoint sur ce plateau pour vous la faire découvrir, si vous ne la connaissez pas encore. Bonjour Maël. Bonjour. Un peu zoulou à votre façon. Oui, on est toujours. Je rappelle que Johnny Clegg était venu en 1988 à Pinfeld, à Brest, pour une grande manifestation qui s'appelait Euroschool à l'époque, qui avait été initiée par Diwan, les écoles en breton, qui rassemblait toutes les écoles en Europe qui enseignent des langues minoritaires dans les États. Tout à fait. Voilà, donc la cause est partagée. Alors évidemment, j'ai voulu parler avec vous ce matin des mots qui parlent du voyage en breton. D'abord, on parlera d'autres choses après. Alors déjà, le voyage en breton, comment ça se dit? Ça se dit BH. BH. BH, ARVH, puisque évidemment, le breton mute, c'est tellement plus drôle, sinon ce serait trop simple. Voyager se dit BAJ. Jusque-là, tout va bien. Va. Alors, il y a un terme qui me plaît bien pour quand on arpente plutôt le côté voyager, mais quand on sent quand même ce que ça veut dire physiquement, fouettabro. Fouettabro, bro qui veut dire pays, fouetta qui veut dire marcher, arpenter, se promener, c'est un peu tout ça en même temps. On va traduire ça en français par voir du pays, mais fouettabro, j'aime bien la sonorité et ce que ça représente. Alors, se promener, ça je l'ai dit, hein, c'est plutôt pourmen, je ne l'ai pas encore dit, donc je vous le dis, pourmen, monda bourmen, au pourmen, donc se promener, et marcher, c'est balé. Balé. C'est assez joli. Vous allez voir, vous allez tout retenir. Et puis les pays lointains se disent en breton broyou pelle. Bro, comme je vous l'ai dit, pays au singulier, broyou, pays au pluriel, pelle, c'est loin. Pelle. Alors après, je me suis intéressé aux mots qui ont trait à votre profession d'écrivain. Écrire se dit en breton scrivant. Scrivant. Et un écrivain, scrivanière, celui qui écrit, avec le suffixe scrivanière. Alors on écrit quoi? On écrit bien sûr des livres, qui se dit en breton léor, alors qui s'écrit L-E-V-R, ce qui pourrait rappeler quand même la racine commune en français. Et en gallois, pour rappeler vraiment les choses qui sont similaires, ça dit chavar, qui s'écrit 2 L-Y-F-R. Donc on est vraiment
sur les mêmes choses, si vous voulez. Léor, Clever, livre. Alors un polar se dit en breton Léor Police, bon jusque-là c'est plutôt simple, et un thriller, c'est un mot qui vous plaît bien, se dit en breton Léor Skrige, Skrige qui veut dire la peur, Skrijus c'est qui fait peur, Skrijal aussi ça veut dire crier parfois. Voilà. Les expressions. Des expressions, et là j'en ai un paquet. Sur le monde, parce que bon, des expressions sur les thrillers, en breton, on n'en trouve pas des masses. En arbed, azo et crap, en ebadap, adap, en ebnadapket, ascrap. Le monde est en pente, qui attrape, attrape, qui n'attrape pas, gratte. C'est pour dire que la vie n'est pas simple. Struggle for life, en gros, hein, ce serait la traduction. Tramavo dauzen var arbed, ar jalousia reno bepret. Tant qu'il y aura 2 personnes au monde, la jalousie régnera toujours. En jalousie qui se dit aussi en breton, guarizi. Juste. Evelzement arbed, adreuse agahed. Ainsi est le monde, en travers et en large. C'est là pas mal. Evelzement arbed, adreuse agahed. Il faut essayer de répéter maintenant, Karine. Allez, il faut se lancer. Attention, il est encore tôt le matin. Pour rester du coup dans le domaine du polar, une expression que j'ai trouvée sur les ennemis. C'est assez marrant. Je cherchais des expressions, j'en ai trouvé une. Neusked a enebourien vian. Il n'y a pas de petits ennemis. C'est une expression que j'ai trouvée comme ça. Non. Alors pour terminer, quelques expressions en lien avec cette météo un peu hivernale aujourd'hui, et notamment sur le froid. Yenantra zoenti penudaulinan nosar afriahi, qui veut dire les choses les plus froides dans la maison. Elles sont les genoux du patriarche et le nez du chien. Il y a une petite variante qui va vous faire plaisir, j'en suis sûr. Yenantra zoenti rewahaz afriahi. Voilà. Yenantra zoenti rewahaz afriahi, qui veut dire les choses les plus froides dans la maison sont le cul du chat et le nez du chien. C'est pas mal. Elle est sympa. C'est pas mal. Et puis sur la neige, qu'on a pu apercevoir hier et peut-être ce matin pour certains, pavé er varandouar n'avait natom naklouar, qui veut dire quand il y a de la neige sur la terre, il ne fait ni chaud ni tiède. C'est fabuleux. Voilà. Rien d'autre à dire, magnifique. Ça pourrait vous inspirer, la langue bretonne, pour un prochain? Moi, ça m'amuse beaucoup. J'adore les langues en général, quoi. Mais la langue bretonne, elle m'amuse parce qu'elle est inélégante au possible, mais du coup, elle devient charmante. Et j'aime bien les mots. Enfin, je connais que des mots absurdes, genre buzuc. Buzuc, c'est génial. Ver de terre. Ver de terre. Ça sert à rien, mais c'est amusant. Buzuc, ma fille, j'appelais mon petit buzuc quand elle était petite. Buzugic, pour faire un diminutif. Buzugic. Vous n'avez jamais voulu apprendre le breton? Non. Déjà, le français, c'était pas facile. Donc, c'est ça, en fait, ouais. Si on devait l'apprendre, le français, on souffrirait beaucoup. Hein. Je crois, ouais, effectivement. Heureusement pas partie des langues les plus simples. Le breton est largement plus simple. Ça se voit, c'est ce que je me dis toutes les semaines quand je vous écoute. Allez, on va rester dans le domaine du voyage avec une experte qui a chaussé, elle aussi, alors peut-être ses baskets cette fois-ci. La jeune femme qui va nous rejoindre est organisatrice de TOS. On va découvrir tout de suite ce que c'est. Elle s'appelle... Bonjour Céline. Bonjour. Que de mystère TOS. Oui, Qu'est-ce que c'est? Vous avez vu, j'ai laissé planer le suspense jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Alors TOS, vous l'avez un petit peu dit, c'est Traveler on Stage, qui veut dire voyageur sur scène. Et c'est un mouvement dont je fais partie, qui est né de Bertrand et Simon, qui sont 2 amis baroudeurs toulousains, et qui avaient vraiment l'envie de promouvoir le voyage sous toutes ses formes, par et pour tout le monde. Et le format, c'est un petit peu ce qui fait l'originalité, puisque le temps d'une soirée, on a généralement 9 intervenants, qui pendant 6 minutes chacun vont présenter leurs aventures, leurs voyages, avec derrière eux des slides, des photos qui défilent, précisément 18 photos qui durent 20 secondes. Donc c'est très chronométré. C'est très calibré. C'est très calé, c'est pour ça que nos intervenants sont bien coachés pendant des semaines, voire des mois avant, pour une fois arriver sur scène, ce soit efficace, qu'il y ait un vrai message qui passe et qu'il n'y ait pas de blanc ou de perturbation. C'est une sorte de speed dating du voyage, quelque part. Oui, speed dating du voyage. Enfin, ce sont des voyageurs qui viennent vraiment exprimer une aventure, quelque chose qu'ils ont vécu pour un peu aussi donner l'envie à ceux qui sont en train d'écouter, quoi. Et les intervenants, ce sont des personnes ordinaires, mais qui ont vécu des aventures extraordinaires. Et ça peut être n'importe qui. Ça peut être un ami, une cousine, un collègue. Et ça peut aller d'un voyage d'un week-end, comme sur plusieurs mois. Ça peut être en solitaire ou entre amis. Tout le monde peut devenir intervenant sur la scène du TOS. Alors, est-ce qu'il y a une charte nationale pour TOS? Alors, TOS, il y a une charte commune, effectivement, à toutes les personnes qui font partie de la tribu TOS. Ça s'appelle le Manifestos.
Ce ne sont pas des règles strictes à respecter, mais plutôt des valeurs à véhiculer, un état d'esprit à adopter pour donner en bref un petit peu les grandes lignes. TOS, c'est un événement indépendant, à but non lucratif, qui ne fait pas la promotion de causes religieuses, politiques ou commerciales. C'est ouvert à tout le monde. C'est très accessible tant au niveau des lieux, généralement on veille à ce que ce soit accessible, et au niveau du prix aussi, généralement ça équivaut au prix d'une pinte. Donc l'idée c'est que tout le monde puisse venir partager ce moment avec nous. Et TOS, c'est transmettre des émotions dans une ambiance conviviale et interactive. Et l'objectif c'est vraiment de réveiller, comme je disais tout à l'heure, le voyageur qui sommeille en nous. Ça vous a réveillé, vous, en tant que voyageuse? Alors moi, ça m'a réveillée. En fait, moi, 2018, c'est moi et mon sac à dos, pour être tout à fait franche, honnête. Moi, je suis en train de quitter mon travail, mon logement, et je pars à l'aventure en 2018, notamment en Nouvelle-Zélande. Ça fait partie de mes projets. Voilà. Donc, je veux bien le contact des Maoris. Ça m'intéresse. Et je connaissais déjà, j'avais déjà prévu, moi, mon projet avant de découvrir TOS sur mon fil d'actualité Facebook. Mais je me suis dit, rencontrer des voyageurs, les écouter parler de leurs expériences, ça peut, moi, me permettre de mieux me projeter dans ma propre aventure. Et je ne cache pas que d'être bénévole et d'avoir entendu tout ça, ça m'a clairement accentué mon envie de partir. On imagine. Alors, la première édition de TOS a eu lieu à Rennes très récemment. Comment ça s'est passé? Quel a été l'accueil? Alors oui, après Toulouse, Paris, Bordeaux, Montpellier et j'en passe, et même à l'étranger, au Canada, en Bulgarie, en Inde, ça a été lancé à Rennes par une équipe de bénévoles très motivés. On a eu un succès, on est content, puisque comme on peut le voir sur la photo, on a affiché complet, on avait 80 personnes au bar Le Mille Potes. Au niveau des intervenants, pour vous donner quelques exemples de ceux qui sont intervenus, eh bien, je vais parler de Nora qui est partie en Erasmus au Pays de Galles pendant 1 an et qui a vécu énormément de premières fois. On va dire premier voyage hors de la France, première cigarette fumée, première sortie alcoolisée, première vraie amie, premier sentiment de liberté. Et à vrai dire, ça l'a complètement révélé, ce voyage-là. Et elle était un vilain petit canard moqué avant de partir. Elle est devenue un beau signe à son retour. Jolie image. Alors, si on veut faire partie de l'aventure TOS... Alors, pour faire partie de l'aventure TOS, on a prévu un TOS Drink le jeudi 14 décembre à 19h30. Ce n'est pas l'événement en lui-même, mais plutôt un moment de rencontre entre bénévoles et intervenants potentiels. L'idée, c'est de faire un petit débrief de ce qui vient de se passer le 22 novembre et de voir comment on peut organiser la suite. Parce qu'on veut faire une prochaine édition, une deuxième édition en 2018, début 2018. Donc il faut venir nombreux, voilà. On est une belle équipe, il faut venir nous rejoindre. Comme on dit, un arbre ne pousse pas sans graines, donc venez semer la vôtre. Waouh. Bon, écoutez, parfait. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Ça vous donne envie, Maël? Ouais, ça donne envie. Le Pays de Galles, ça me rappelle aussi des souvenirs, parce que j'y ai passé 1 an, donc je comprends. Je comprends ce que ça a pu changer chez cette Nora. Non, c'est génial de partager, je trouve. Ah bah nous, c'était les soirées diapo interminables. C'est pas mal aussi. Il y a des slides, hein, il y a des slides, ouais, c'est vrai. Caril, une initiative comme celle-ci, vous trouvez ça intéressant? Ça vous touche? Super, parce qu'il compte, c'est d'aller voir ailleurs, en fait. Quoi. En fait, c'est ça. Parce que quand on va voir ailleurs, on devient moins ignorant, moins bête. Après, le racisme, c'est juste une idée stupide. Donc, il y a plein de préjugés qui dégagent, quoi. Il n'y a pas forcément besoin d'aller loin, puisque au niveau des intervenants, on a eu aussi Mathieu, qui est parti en week-end, mais hors du temps, alors que c'était en plein 14 juillet, et c'était à seulement 150 km de chez lui, sur la côte de Granit Rose. Mais il a vécu des aventures assez incroyables, c'est plein de bons souvenirs, plein d'anecdotes. Donc c'était intéressant aussi d'avoir ce genre de témoignage, où près de chez soi, on peut aussi vivre des choses qui nous dépaysent. Ouais, sans aller très loin. Alors il y en a un qui est quand même allé très loin, c'est Caril, hein, bien sûr. Vous êtes allé en Argentine, un voyage qui vous a beaucoup marqué, et notamment une rencontre avec les Mapuches. Alors expliquez-nous un petit peu. Les Mapuches, ils sont considérés comme, alors surtout au Chili, hein, comme terroristes sur leur propre territoire, en fait. Hein. Donc c'est des Indiens, enfin le mot n'existe pas, mais enfin on va les appeler comme ça de manière générique. Ils ont repoussé tout, les Incas, les conquistadors et tout, et ils n'ont pas résisté à la Remington, un fusil à répétition. Un peu la même chose aux Sioux, à peu près tous les Indiens, entre guillemets, de tout ce continent. Mais j'ai eu plein d'aventures. C'est très mystique. Hein, les Mapuches, ils vivent près des volcans. De toute façon, en anthropologie, on le voit. Hein, tous les dieux existent par rapport à la géographie, en fait. Hein. Donc eux, ils sont près des volcans. Donc leurs dieux, ils les mettent dans les volcans. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Et le Chili, c'est un couloir pris entre les Andes, entre l'Argentine et le Chili. Il y a vraiment 2 mondes complètement à part, quoi.
Et comme c'est des fantômes en Argentine, vraiment les Mapuches, puisqu'ils sont au Chili, puis après ils ont migré en Argentine. En Argentine. Vous, c'est là-bas que vous les avez rencontrés, du coup Je les ai rencontrés au Chili, mais quelques-uns en Argentine, mais surtout vraiment le cœur des communautés Mapuches, c'était au Chili. Mais mon premier livre se passe en Argentine. Voilà, je voulais que ça parlait des disparus de la dictature argentine, et je voulais qu'il y ait des... Bon, la cause autochtone m'intéresse toujours et tout le temps. Et je voulais que les Mapuches soient un peu comme des fantômes en Argentine, et donc ça renvoyait au fait aux fantômes de la dictature, aux enfants disparus, etc. Donc c'est un livre de fantômes, mais pas ouais. Enfin, en tout cas, j'ai beaucoup d'émotions en parlant de l'Argentine et des grands-mères et tout ça. Ouais. Alors vous avez également eu un coup de cœur pour le Chili, hein, et vous en avez sorti un très très bel ouvrage, un road trip avec sur lequel vous avez travaillé avec un photographe breton également, Romain Tanguy. C'est pour vous, le voyage, c'est d'abord une affaire d'amitié, en fait, on a l'impression. Oui, complètement. Après, chacun voyage comme il l'entend et comme il le sent, avec son tempérament. Moi, je déteste être tout seul, parce que je m'ennuie tout seul, quoi, en fait. Moi, j'ai besoin de partager. On peut voir, enfin, pour moi, les rencontres, les paysages, ok, on les a en soi, mais moi, le soir, il faut que j'en discute avec d'autres gens, en fait, quoi. Donc, souvent, je pars plutôt à 6 ou 7, en fait, quoi. Nous, c'est un peu le Magnificent Seven quand on part. En fait, c'est comme un groupe de rock, en fait, qu'on prend une bétaillère. J'ai l'impression, c'est ça. On met les guitares derrière et puis on avance. Et puis on y va. Et puis on s'arrête quand on a envie de s'arrêter. Finalement. Ouais, on suit mon livre, hein, quand même, quoi. Un peu. Oui. Alors c'est magnifique. On a l'impression d'y être, quoi. C'est un très bel ouvrage. Il y a des magnifiques photos. Et puis le texte, on y est, quoi. Clairement, on y est. C'était quoi l'idée du livre? Vous vouliez apporter un témoignage précisément sur le Chili, parce que vous avez fait plein d'autres voyages. Mais pourquoi là parce qu'on est parti avec mes amis, on s'est dit, bon, les musiciens, on va essayer de faire de la musique, ce qu'on a fait avec Condor Live, on va essayer les photographes ou vidéastes, on va essayer de faire un truc de photo. Enfin, j'aime bien aussi partir avec mes amis et qu'on en ressorte, ok, moi je fais mon livre, mais qu'on en fasse d'autres trucs aussi, quoi. Et les livres de photos, souvent, on lit pas trop les textes. Et chez Gallimard, ils m'ont dit, ouais, bon, ce qui compte, c'est les photos, pas trop les textes. J'ai dit, pourquoi j'ai fait un texte si on le lit pas et tout? Donc j'ai dit, tiens, je vais plutôt faire un texte qui est un peu rock'n'roll, on va dire, quoi, et qui se mêle, les légendes sont mêlées aussi aux photos. Ouais. Donc en fait, c'est une sorte d'osmose du nord au sud, en fait, quoi, un peu comme si on suivait le Chili avec à la fois nos aventures, mais qui sont, j'espère, en tout cas, universelles. Le Chili avec toutes vos émotions, en tout cas, c'est ce qui ressort vraiment du texte, hein. On sent beaucoup d'émotions. Vous serez en dédicace ce soir, justement, à 18h à l'Espace Ouest France, à Rennes, en partenariat avec la librairie Le Fayère pour ce livre. Et puis, vous travaillez également sur d'autres projets pour 2018, plein de choses. On ne vous arrête jamais, de toute façon, vous, c'est sûr. Il y a notamment un livre qui va parler de la Bretagne, de la mer. Je ne veux pas trop en dire, mais peut-être vous pouvez nous en dire quelques mots. Ça, c'est le prochain. Alors, je vais aller de nos risques aussi. Il y a aussi ce voyage en Sibérie du Nord, un truc de dingue. Enfin, ça, c'est un livre qui est sorti en octobre. Hein, oui, il vient de sortir aussi. Ouais. Et mon prochain polar, un série noire chez Gallimard. Là. Donc effectivement, j'ai un super ami en fait qui a disparu en mer il y a une dizaine d'années. C'est une sorte de pirate, enfin, qui était à la fois avocat mais grand voyageur aussi, et qui avait fait du bateau avec Christophe Auguin. Donc il avait fait des courses au large, quoi, vraiment de. Et s'était déjà pris un camion dans la gueule quand il était un peu plus jeune, parce que c'était quand même un bon soulard. Et donc, il avait les dents toutes cassées et tout, comme ça. Donc, quand on jouait au rugby, après les troisième mi-temps, il les enlevait comme ça. Il faisait fuir à peu près tout le monde dans les bars. Donc, ça il m'amusait beaucoup comme gars. Et comme il était assez brut de décoffrage, il a fini par se prendre un cargo dans la gueule, en fait, quoi. Quand même. Ce qui est moins drôle, puisqu'il a disparu, puisqu'il est mort, en fait, quoi. Enfin, son bateau a coulé. Et en fait, quand on n'a pas le corps, là, ça revient... en Argentine, en fait, quand on n'a pas le corps de nos proches, on ne peut pas en faire le deuil. Et on a essayé, avec ses proches, de savoir ce qui m'était arrivé un peu, et on n'a pas trop trouvé, en fait, quoi. Et après, en enquêtant un peu, moi, de mon côté, en tant que polardeux, j'ai vu, sur le rail, tous les bateaux qui passaient, c'était une sorte d'autoroute, et lui, c'était une sorte de hérisson. Tu fais pas attention, la nuit, tu peux te faire écraser. Et puis, en plus, vu les conditions de travail à bord, on leur dit à tout le monde de foncer, etc. Donc s'il y a un petit truc sur le côté, c'est pas grave, on l'écrase. C'est aussi ça la réalité du capitalisme d'aujourd'hui, quoi. Et donc voilà, je voulais parler de cet ami disparu. Donc ça commence en Bretagne, mais comme vraiment, je vais pas faire un livre que sur mon pote qui s'est pris un cargo dans la gueule. Il fallait que j'ai un thème derrière et tout. Donc c'est autour des réfugiés et de l'Europe. En fait, moi je suis pro-européen, mais pas l'Europe
frileuse qu'on nous vend là depuis 20 ans. Ouais, vous êtes, Donc c'est mon bouquin breton européen. Et militant, quand même. Et militant de la vie, oui. Ouais. Militant de la vie. Alors, est-ce que vous aimez les animaux? Ah oui. Garil. Oui. Oh, ça c'est un oui, franc et massif. Moi, je voulais être tueur de braconnier quand j'étais petit. C'est pas mal comme Toujours métier. un peu d'ailleurs. Hein. Tueur de braconnier, ok. Alors on va voir si Sylvie Denis, qui est, elle, aux eaux de la Bourbansais, a aussi envie d'être une tueuse de braconnier. On va voir ça tout de suite. Bonjour Sylvie. Oui, Laurence, on est toujours sur le domaine de la Bourbansais. On a quitté le château qui est juste derrière moi, derrière les arbres. Il faut savoir que la Bourbansais, c'est aussi depuis 1965 un zoo qui s'étend sur 10 hectares et qui accueille pas moins de 500 animaux. On est ici en plein cœur du domaine et on va aller à la rencontre d'Arnaud Dazor. Alors c'est rigolo parce que, regardez, il y a plein de petites bêtes. Salut les cocos, oh, des lémuriens. On peut presque... Oh ouais, salut. C'est génial. Bonjour Arnaud. Bonjour. Mais ils sont pas sauvages, hein? Mais ils sont pas sauvages, disons qu'ils sont attentifs, mais ils ont gardé leurs caractéristiques naturelles. Alors ils sont curieux. Mais dans la nature aussi, les lémuriens sont souvent connus pour être très curieux, notamment aux alentours des villages. Il n'est vraiment pas sauvage, hein. On est chez eux, c'est-à-dire que tout à l'heure j'ai passé un sas, Voilà. 2 portes qui m'amènent chez eux. Exactement, c'est ça une des caractéristiques des zoos modernes, c'est que là où c'est possible, on crée le contact et la proximité entre le visiteur et l'animal sans que les animaux n'en subissent les conséquences. Bon, écoutez, c'est une cohabitation entre ouais. les uns et les autres. Il faut savoir que, on le disait tout à l'heure, le château existe depuis le XVIe siècle, le domaine aussi. Par contre, les animaux, eux, sont beaucoup moins anciens. Un petit peu, oui. Alors en fait, l'historique de cet endroit, comme un certain nombre de parcs zoologiques privés d'après-guerre, c'est au départ une collection privée. Fait et créée par une amoureuse des animaux qui était la grand-mère du propriétaire actuel. Et au départ, une collection privée avec des animaux, des frais d'entretien, de l'intérêt de la part des voisins. Et donc, l'idée d'ouvrir un jour un parc zoologique. Alors évidemment, en 50 ans, les choses ont changé. Ça, c'était en 1965. Voilà, c'est ça, ouais. Et donc, un peu plus de 50 ans plus tard maintenant, effectivement, les choses ont changé et les parcs zoologiques ne sont plus des collections privées, même si l'entité reste privée. C'est à la fois un conservatoire des espèces menacées, mais aussi un lieu de sensibilisation et de découverte pour le public. Il y a des missions nouvelles, c'est vrai, pour les zoos aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas juste montrer des animaux au public. Voilà, vous avez des vraies obligations. On a des vraies obligations et puis des vrais souhaits. C'est pas qu'une obligation qui nous serait imposée, c'est que le personnel des parcs zoologiques, de la direction jusqu'aux soigneurs animaliers, sont des passionnés d'animaux. Donc l'objectif, c'est de sensibiliser. Par exemple, ici, on est chez les lémuriens. Les lémuriens, c'est vraiment une des espèces. Ce sont des espèces emblématiques de Madagascar, puisqu'ils n'habitent que là. Ouais. Et Madagascar connaît d'énormes problèmes de déforestation, donc les lémuriens sont tous en danger. Donc nous, au travers de la rencontre avec les visiteurs, on évoque toujours ce problème et cette problématique de la disparition et des forêts et des lémuriens. Il ne perd pas une miette de ce que vous dites, hein. Ah non, il écoute tout. Non. On réduit souvent les animaux à leur espèce. On sait maintenant par les études, mais nous on le constate au quotidien avec les animaux dans les équipes de soigneurs, que les animaux sont tous différents les uns des autres. Ils comprennent énormément de choses. Ils comprennent par exemple que ce matin, nous sommes là, voilà, exactement. Ils comprennent qu'il y a la télé, tout ça. Mais ils comprennent que l'hiver, nous sommes ouverts tous les après-midi, mais pas le matin, hormis les vacances scolaires. Donc ils comprennent bien qu'il y a du monde aujourd'hui, mais ils savent pertinemment que ce ne sont pas les visiteurs comme d'habitude. Ils le savent, ils comprennent exactement ce qui se trame dans la journée, quoi. Là, les petites bestioles qui sont venues nous rendre visite sont des couronnés, vous me disiez, c'est ça? Alors ici on a non, il y en a plusieurs espèces de lémuriens. Vous voyez ceux qui prennent le soleil là-bas, là, mais qui oui, sont assez extraordinaires. Avec la queue en pyjama, là, zébrée, là. Elles sont celui qui ouvre les bras face au soleil, là, le soleil vient d'arriver, il va prendre les bras, il va ouvrir les bras comme il le ferait dans la nature. Et là, ce sont des makikata, avec la queue rayée. On a donc ceux qui nous regardent à la fenêtre parce qu'ils trouvaient que finalement il faisait un petit peu frais, ils sont rentrés dans leur bâtiment. On les appelle les lémures couronnés, en référence à une couronne qu'ils ont sur la tête. Et alors, et l'espèce de grosse peluche là, il y a un truc, c'est une peluche ça. La grosse peluche rouge, c'est un varirou.
Voilà. D'accord. Et on a encore une dernière espèce qui sont les lémuriens à ventre roux cette fois-ci. Il est parfait, il arrive vers nous. Bah Viens ouais. nous voir. Hein. Salut toi. Son petit cri de cochon et puis c'est joli. Ce qui est étonnant, c'est Cerne blanc sous les yeux, leur ouais. regard, Arnaud. Ils ont Exactement. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce regard chez les lémuriens? Ce qui fait la particularité du regard chez les lémuriens, c'est leurs grands yeux ronds. Hein, en fait, souvent on représente les lémuriens. Quand on le fait schématiquement, on le fait avec des grands yeux ronds et globuleux comme ça. Ouais. Et c'est ce qui fait ce regard si particulier. Bon, ils sont super gentils, vous n'avez même pas une récompense à leur donner. Hein. Bon, une petite, normalement je devrais Bon, pas. ah Mais bon, c'est pas- vrai. c'est Bon, parce alors que ce qui c'est se vous. passe là, faut jamais le faire. Hein. C'est-à-dire que Exactement, vous venez voilà. avec rien dans les poches. C'est Voilà. juste que Arnaud, c'est un peu leur papa, quoi. Ah, on va dire ça comme Hein ça, mais je suis pas le seul papa. Alors on Ouais. est toute une équipe de papa et de maman. Génial, Voilà. hein. Ouais, super. Par contre, ce qu'il faut préciser, c'est qu'effectivement, ce que l'on peut faire ici et qui est particulier, c'est participer aux soins avec vous. Et ça, c'est ouvert au public. Hein. Alors, on a des formules voilà, où les visiteurs peuvent, sur réservation, et puis participer aux coulisses et aux soins des animaux parce que c'est vrai que c'est un métier maintenant qui attire énormément et puis qui plaît beaucoup. Alors, on a décidé d'ouvrir un petit peu les portes dans des proportions raisonnables parce qu'on ne peut pas accueillir beaucoup de monde à la fois. Mais tout au long de l'année, on a des possibilités. Et puis sinon, pour les visiteurs qui viennent au quotidien, eux, ce qu'on fait là aujourd'hui, se promener en immersion au milieu des animaux, et bien ça c'est exactement ce qu'ils peuvent faire, mis à part la croquette, on s'entend. D'accord, ça c'est noté. Voilà. Merci à vous Arnaud. Je vous Merci en ramène bien. un petit peut-être Laurence. Celui-ci a l'air tout à Alors, fait charmant. On a les peluches si vous voulez. Voilà, on ne peut que vous inviter à venir faire cette expérience. C'est vraiment top. Hein. Oui. Allez, viens mon coco, tu me Je montres compte ton sur domaine. vous pour me ramener une peluche dans ce cas-là. Caril, vous, si vous étiez un animal, vous seriez quoi, tiens donc? Moi, je serais plutôt un renard. Un renard. Voilà. Pour le côté sauvage, le côté... Non, côté un peu filou. Mon filou, frère était un un peu loup rusé. et tout. Puis les renards, ils ont une grande queue touffue comme ça. Ça vous plaît. Oui, comme ça. Ça fait un peu doudou. Très bien. Bon, on va rester dans l'univers des doudous et des belles choses. On va tout de suite avoir le ticket culturel du jour avec Sabine Marie Murgue et ses invités qui nous emmènent eux aussi quelque part au château. On reste dans le même univers. Voyage et château. Bonjour Sabine, bonjour Pierrick. Bonjour. Bonjour Laurence, on pourrait commencer aussi la chronique par « Il était une fois ». C'est donc l'histoire de 3 chanteurs lyriques qui restaurent un château le château du Baucher à Bourg-des-Comtes. Ils décident de faire de ce site artistique historique un lieu de création de concerts et de spectacles. Et voici Pierrick Bachelin. Bonjour Pierrick, vous avez quitté donc Paris, vous avez tout plaqué pour restaurer ce fameux château, le château du Baucher. Racontez-nous. C'était un peu un rêve, c'était un rêve d'enfant, c'est un rêve de petit garçon, le château, le pont-levis, les tourelles. Bon, bien sûr, là, ce n'est pas un château médiéval, c'est un château du XVIIe, mais il y a toujours cette part de rêve, cette part d'imaginaire que nous avons tous en nous. Et l'idée aussi, c'était bien sûr de le restaurer, d'y vivre, et puis après, de l'ouvrir par l'intermédiaire de la culture, pour la culture. Et vous avez des visites guidées, beaucoup de monde. On a des visites guidées tout l'été, effectivement, et puis toute l'année, nous sommes ouverts pour des groupes. On fait des visites goûtées, on fait des gâteaux nous-mêmes à la maison pour nos visiteurs, et puis on leur offre un petit moment de musique en live. Si nous sommes là tous les 3, on leur fait un peu de musique Renaissance, parce que je pense que c'est extraordinaire dans une visite, si on peut aussi avoir l'opportunité d'entendre la musique qu'on pouvait aussi entendre il y a 3 ou 4 siècles. On peut justement vous entendre. Il y a un extrait. Merci. Extrait donc d'un des morceaux de Renaissance. Donc là, vous êtes avec vos Merci. vous êtes tous les 3 Oui. dans ce château à travailler cette musique du XVIIe siècle. Oui, aussi, souvent. de la même Là, c'était une époque. musique, je pense, de la fin du XVe siècle, une musique espagnole, mais généralement ce qu'on appelle la musique ancienne, ce qui a précédé, bien sûr, la musique classique. Voilà. Dans ce château est née une diva, parce que c'est un lieu aussi de création.
Racontez-nous. C'est un petit peu Moulinsart, hein. C'est une maison avec un chien, avec des gens passionnés de musique. Donc on ne dira pas vraiment qui est Bianca Castafiore au départ, mais effectivement, il y a 1 an et demi, est née Miss Lulu au château du Bochet. Miss Lulu que nous allons rencontrer. Voilà, Miss Lulu, accompagnée de Petit Pierre, accordéoniste, et qui joue à Paris et en Bretagne. Alors, Miss Lulu, il paraît que votre personnage est une imposture. Olivier de Narnaud, vous auriez pris la vedette. Écoutez, je ne connais pas ce monsieur. Je suis un personnage comme vous et moi. J'ai mon caractère. D'accord. Et Petit Pierre, il paraît qu'il a justement... Miss Lulu a des caprices. Hein. Sur scène. Ah. Uniquement. Eh bien, on va tout de suite vérifier ça. Vous pouvez nous interpréter un morceau? Mais bien sûr, avec plaisir. Que voulez-vous, c'est obligé. Par le contrat, je dois changer mes habitudes. Car malgré soi, pour s'imposer, il faut savoir se composer. Une attitude. Je ne suis pas ce que l'on pense. Je ne suis pas ce que l'on dit. À la télé, pour qu'on vous lance, être soi-même, c'est interdit. Alors pour être dans l'ambiance, à chaque instant, je m'étudie. Moi sérieuse, je dois jouer à la poseuse pour me poser. Mais je vous jure que ma nature a du mal à se maîtriser. On dit que j'ai des exigences, on pense que je fais des chichis. Je ne suis pas ce que l'on pense, je ne suis pas ce que l'on dit. Est-ce que je suis heureuse, ma chère, j'en perds la tête. Oh, ce n'est pas de l'amour pour plaisanter. Du beau Raoul, j'ai su faire la conquête. Je suis aimée et je peux m'en vanter. Cet amant-là m'a déjà fait connaître le désespoir, les pleurs, etc. Il voulait même me jeter par la fenêtre. Ah, quel plaisir quand on vous aime comme ça. Quand on vous aime, quand on vous aime, quand on vous aime comme ça. Quand il veut bien m'emmener à la promenade, selon des chemins couverts et poussiéreux. S'il passe quelqu'un, Raoul devient maussade. Il faut tout de suite que je baisse les yeux. Si je me retourne, alors il faut voir comme Raoul me pince en me disant tout bas: je te casse la gueule si tu regardes un autre homme. Ah, quel plaisir quand on vous aime comme ça. Quand on vous aime, quand on vous aime, quand on vous aime comme ça. Quand on vous aime, quand on vous aime, quand on vous aime comme ça. Bravo. Quelle performance. Waouh. Surtout tout le matin comme ça, pas simple. Performance. Et c'est là où comment vous passez du chant classique au chant de cabaret, quoi. C'est incroyable. C'est le répertoire qui change, effectivement, mais c'est la même voix, c'est le même travail. Et vous avez des tournées, de nombreuses tournées à venir, alors? Oui, on a beaucoup de spectacles à venir. Le spectacle fonctionne bien, marche bien. Le public réagit très très bien. La prochaine date, ce sera au Château du Bochet, justement le 25 décembre. Le jour de Noël, même, à 17h. Et puis sinon, je crois qu'on est à Vannes le 16 janvier, dans un très joli petit théâtre qui s'appelle la Zigo Comédie. On est à Saint-Gilles aussi. À Saint-Gilles le 14 janvier pour le festival Braise Comédie également. Voilà. Et puis les dates... Après, on est surtout à Paris, dans le petit théâtre de Claude Lelouch à Montmartre à la fin du mois de janvier. Très bien. Et aussi, vous avez des visites guidées prochainement aussi, avec des spectacles. On a des visites spectacles, parce que comme je l'évoquais tout à l'heure, un petit peu toute l'année, ça c'est vrai. Et puis on accueillera un spectacle, toujours avec Olivier, mais avec un grand pianiste qui est Claude Kahn, à la fin du mois de juin. Ça, j'ai plus les dates en tête. Si, le 9, 10, 11 juin. Un spectacle qui tourne déjà à Paris au Théâtre du Ranelagh depuis 1 an et demi, qui est actuellement encore toujours au théâtre, et que nous accueillerons. On aura donc ce plaisir, les Amants de Nohant, au mois de juin.
Eh bien, c'est parfait. Vous pouvez donc consulter toutes ces dates sur le site misslulu.fr et châteaudubochet.fr. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à tous pour cette belle découverte. Je vous propose qu'on reçoive tout de suite une autre diva. Elle arrive, elle s'appelle Catherine, c'est Miss Catherine, tiens, voilà, qui nous rejoint de ce pas. Bonjour Catherine. Bonjour. 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 Ça va bien? Oui, je suis contente. Bonjour, Monsieur Ferré. Je vais raconter peut-être un projet de livre que j'ai. Allez, aussi. lancez-vous. Parce que j'ai aussi voyagé beaucoup et j'étais au Pays de Galles. Et du coup, j'ai eu l'idée d'un roman. Voilà, un thriller dans un château. Ou, comme les Gallois disent, un thriller dans un château. Pardon. Normalement, après, c'est ça le problème au Pays de Galles. Il y a beaucoup de dégâts après. Donc, il se passe un thriller dans un château. Et un château un peu comme ici, avec de la boiserie un peu style plexiglas. Bon, j'ai des idées, j'ai des flashs. Hein, c'est pas encore super écrit, mais voilà. Alors, ce sont des lémuriens qui sont pris en otage. Ils viennent de Madagascar. Et là, ils sont pris en otage par un châtelain depuis des années. Et le châtelain, il reste en écoute un peu. Ils essayent de surveiller le châtelain pour essayer de trouver une faille et de pouvoir s'enfuir. Là, ils profitent du tournage d'une équipe télé pour rentrer dans la camionnette, s'enfuir, se barrer, rentrer à Madagascar, chez eux. Bon, d'accord, je vois que vous n'êtes pas super enthousiaste. Je vais réfléchir à des trucs. Hein. On va rendre ça un peu plus sanglant, un peu plus... voilà, parce que, pardon, j'étais en voyage en Erasmus au Pays de Galles. Et puis là-bas, pour le prix d'une pinte, on a une pinte. J'en ai pas mal profité. Donc, je vais peaufiner un peu mon scénario. Alors, on se retrouve autour d'une chouquette et puis vous m'en parlez et tout. J'aimais bien cette idée de rien. C'est bien. Les lémuriens. Les lémuriens. Avec leurs grands yeux. Bon, on va tenter autre chose alors. Merci Catherine. Bah, de rien. Merci beaucoup. Vous restez avec moi. Allez, pour la conclusion de cette émission. Fait. Merci beaucoup Caril Ferré d'avoir été à nos côtés, nous avoir donné envie de voyager, nous avoir fait vraiment rêver. Merci à vous tous. Tiens, vous allez faire les titres avec moi. Alors, ce midi, à la une des éditions régionales, on va parler de quoi? Des premiers assauts du froid, bien entendu. Les saleuses étaient en action, vous les avez vus, vous pouvez mimer pendant ce temps-là. Cette nuit en Bretagne, la neige est un peu tombée en Ille-et-Vilaine. Nous verrons également que la Laïta, 8e entreprise de coopérative laitière d'Europe, inaugure aujourd'hui son unité high-tech de production de lait infantile et de poudre de lait premium, une usine basée à Créin, dans les Côtes-d'Armor. Et puis, pour conclure, côté invité, nous recevrons dans l'édition ce midi Gérald Garda de l'association AIDS à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida. Et ce soir, ce sera Alice Zéniter, prix Goncourt des lycéens 2017, l'invité du JT. Voilà, je vous remercie infiniment d'avoir été à nos côtés, à suivre l'édition des régions. Et puis à 11h20, vous retrouverez Midi en France, aux côtés de Vincent Ferniaud et de toute sa bande. Quant à nous, on se retrouve lundi. Notre invité fil rouge, ce sera Elmer Footbeat. Vous connaissez tous. Le plastique, c'est fantastique, Daniela, etc. Voilà, bon week-end, bonne journée. Au revoir.